Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Diane W, la Suprême Télévision, ça a été toujours un grand plaisir d'être au-devant de vous. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Et mesdames et messieurs, avant en tout cas de commencer cette émission, je vous demande de vous abonner massivement si vous êtes nouveau à notre chaîne Diane W, la Suprême Télévision. Abonnez-vous massivement et aussi n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer de nos différentes vidéos parce que ici nous aimons la primaire de l'information. En tout cas, c'est notre devoir de vous informer et c'est votre droit d'être informé. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seule sur ces plateaux puisque l'actualité ne cesse de couler en République démocratique du Congo, en tout cas l'actualité politique. Vous avez suivi la rentrée parlementaire qui est une rentrée essentiellement budgétaire et beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux et pourquoi pas beaucoup de dangers qui sera en tout cas pendant cette session budgétaire, mais aussi en tout cas un événement, si on peut l'appeler comme ça, l'apparition de Joseph Kabila, sénateur à vie au Parlement, au Sénat, qui est qu'on attendait depuis plusieurs temps, mais il a jugé bon de venir le 15 septembre à la session budgétaire. Mais on se demande pourquoi seulement pendant cette rentrée parlementaire, pourquoi il n'a pas fait ça avant et qu'est-ce qui se cache derrière sa présence. Raison pour laquelle nous allons recevoir pour vous Dr Noël Tiani Mwandiavita. Il n'est plus à présenter. Vous savez, c'est un ancien candidat, c'est-à-dire aux élections de 2018, un candidat malheureux, comme on a toujours l'habitude de le dire. Il est au même rang que Martin Fayoulou et les autres. Il va donner son point de vue par rapport à la présence de Joseph Kabila au Sénat. Il est déjà là avec nous sur ce plateau. Bonjour, Président Noël. Bonjour, merci de me recevoir ici. Comment vous allez? Je me porte très très bien sur le plan de la santé. Sur le plan de la santé, sur le plan dans l'ensemble, à part la santé? À part la santé, je dirais que le pays ne se porte pas très bien. Comment ça? Sur le plan économique, nous avons la misère de la population. La misère, elle est totale. Nos compatriotes souffrent beaucoup. Beaucoup d'arriérés d'impayés, des salaires aux travailleurs, aux fonctionnaires de l'État. L'économie ne tourne pas, les gens n'ont pas d'argent. Beaucoup de personnes indiquent qu'ils n'ont pas de moyens pour vivre. Donc la situation sociale, elle est catastrophique. Alors, la rentrée parlementaire a été effective depuis le 15 de ce mois. C'est une rentrée essentiellement budgétaire, c'est une session essentiellement budgétaire. Quelles sont vos attentes? Mes attentes, c'est que nos honorables députés et sénateurs fassent le travail qu'il faut pour donner au peuple congolais un budget conséquent, un budget qui reflète les capacités de mobilisation des ressources dont dispose la République démocratique du Congo. Comme on le sait, notre pays a beaucoup de potentialités. Malheureusement, les budgets que nous avons toujours eus sont des petits budgets qui ne permettent pas de faire face aux défis de développement auxquels nous sommes confrontés. Et depuis un certain moment, on voit qu'il y a beaucoup d'activités au niveau de l'inspection générale des finances, au niveau du parquet ou bien de l'inspection de la police judiciaire. Et ça indique qu'il y a beaucoup d'argent de l'État qui n'entre pas dans les caisses de l'État et qui se trouve détourné par des hauts fonctionnaires de l'État. Donc je crois que si on fait un travail de qualité, on peut arriver à augmenter le budget considérablement et donner au peuple congolais un budget qui reflète les défis de développement auxquels nous devons faire face. Juste à titre d'illustration, je voudrais indiquer que j'ai vu tout récemment le classement des pays africains par niveau de budget national. Le pays qui vient en tête, c'est le Nigeria avec 581 milliards de dollars de budget annuel. Et nous, la République démocratique du Congo, on est littéralement vers le bas. En dessous de 20 milliards. Non, nous avons à peine 4 milliards de dollars. Parce que malgré le fait que l'année dernière, on avait voté un budget de 11,8 milliards de dollars, c'est un budget théorique, mais l'effectivité des choses fait que je crois qu'on n'aura même pas atteint 4 milliards de dollars cette année, parce que les recettes publiques sont très très faibles. Donc il faudrait qu'on fasse beaucoup plus d'efforts, qu'on puisse mettre en place un état de droit qui fonctionne, qu'on puisse attraper toutes les personnes qui s'amusent à mettre leurs mains dans les caisses de l'État, qu'on puisse mettre maintenant dans le trésor public
toutes les recettes publiques, si on arrive à le faire avec méthode, mais avec détermination, mais sans pitié pour les détourneurs de fonds publics, je crois que le Congo peut arriver à mobiliser un budget beaucoup plus conséquent que ce qu'on a connu donc l'année dernière. Président Noël Tiani, vous êtes un économiste de grande taille. Vous avez donné quelques propositions par rapport à la réforme du budget de la République démocratique du Congo, et vous avez donné l'exemple même du Nigeria qui a un budget en tout cas aussi élevé que celui de la République démocratique du Congo. En tout cas, parler économiquement, qu'est-ce que la République démocratique du Congo doit faire sur le plan économique pour améliorer son budget, à part les arrestations, la justice et autres? Non, ce que la République démocratique du Congo doit faire, c'est recenser toutes les recettes publiques et les faire entrer dans les caisses de l'État. Vous avez suivi, par exemple, qu'au niveau de l'Inspection générale des finances, on a dénombré près de 3000 exonérations fiscales et douanières. Exonération fiscale et douanière, ça veut dire que les gens importent des conteneurs pleins de marchandises, mais ils ne payent pas de frais de douane. Et on a estimé que rien que par ce mécanisme-là, la RDC perdait environ 5 milliards de dollars par an. Si on annule toutes ces exonérations, ça veut dire qu'on fait entrer 5 milliards de dollars par an dans le budget national. Donc, il y a aussi des entreprises qui fonctionnent sur l'étendue du territoire national qui ne payent pas des impôts. Parce que ces entreprises-là appartiennent à telle ou telle personne intouchable qui soit liée à l'ancien régime, au régime donc de Joseph Kabila. Il faut arriver à supprimer donc toutes ces faveurs-là qui étaient données. Vous louez la proposition ou bien la décision du président de fermer les petits ports, les ports privés? J'arrive, oui, effectivement. Donc, et il y avait notamment ces histoires donc des ports illégaux, des gens qui ont développé leur propre port, qui importent, qui font venir des bateaux qui viennent de l'extérieur, qui accostent dans ces ports-là, ils font sortir donc des marchandises ni vues ni connues. Donc tout cela, si on ferme les ports illégaux, moi je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas les fermer. Je pense qu'il faut prendre ces ports-là, les remettre à l'ONATRA, à la SCCTP, pour que ça devienne les ports de l'État. Ce sont des infrastructures qui ont déjà été bâties. En les fermant, on détruit la capacité qui était déjà construite. Je crois qu'il faut juste donc les récupérer, les remettre donc à l'ONATRA, la SCCTP, pour que l'ONATRA les exploite. Ça fait partie du programme de restructuration de l'ONATRA pour rentabiliser donc ces activités. Si on le fait de cette façon, je pense que la contribution va être très positive sur le budget national, parce que toutes les recettes qui échappaient au trésor public vont cette fois-là être mises donc dans le trésor public. Donc, je pense que nos parlementaires doivent utiliser de leur imagination pour revoir tout le système de fonctionnement de l'économie congolaise pour que les recettes publiques soit accru par rapport à ce que nous avons connu l'année dernière. Mais vous savez que la session dernière, c'était une session, en tout cas, un peu de turbulence. Il y avait des turbulences de part et d'autre, des incompréhensions, entre autres la loi Mina Kusakata, qui a soulevé, en tout cas, beaucoup de discussions à la classe politique, et aussi la discussion entre Alexis Tambwe Mwamba et Madame Bijougo. Et en tout cas, il y avait beaucoup de enjeux, beaucoup de tractations à la session précédente. Pendant cette session budgétaire, qu'est-ce que vous attendez des honorables députés et honorables sénateurs? Oui, effectivement, lors de la session parlementaire passée, il y a eu les propositions de loi de Sakata et Minako qui avaient énervé la population et qui ont même causé des pertes de vies humaines. Je souhaiterais que nos parlementaires soient plus rationnels, parce que ces propositions de loi ont été rejetées pour des raisons bien évidentes. Ces propositions de loi visaient la réduction de l'indépendance de la justice pour mettre la justice sous la coupole du ministre de la Justice qui était lui-même quelqu'un du FCC. Ça a fini par faire partir le ministre donc, du gouvernement. Tunda Kasenda a été forcé de démissionner et la population congolaise n'a pas oublié ça. Moi, je souhaiterais qu'on mette ces réformes-là de la justice telles qu'on avait proposées pour réduire l'indépendance de la justice, qu'on oublie ces lois-là, qu'on ne revienne pas donc là-dessus.
parce que ça énerve la population. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont prioritaires, qui devraient être mises sur la table de l'Assemblée nationale du Sénat? Je dis oui. Par exemple, actuellement, je constate qu'il y a une montée dangereuse du tribalisme en République démocratique du Congo. Des gens qui s'attaquent à d'autres Congolais simplement parce que ces Congolais-là ne sont pas originaires de leur province ou de leur région. La haine tribale. La haine tribale, ce n'est pas du tout acceptable. On a assisté d'ailleurs aux jumeaux qui ont été brûlés au Bas-Congo. C'est tout à fait inadmissible qu'en République démocratique du Congo, qu'on tue quelqu'un parce qu'il n'est pas originaire de l'endroit où il se trouve. Je souhaiterais que le Parlement puisse se pencher sur cette question-là. Les questions de tribalisme, on dirait qu'elles sont déjà réglées dans la Constitution. Mais si la Constitution n'est pas appliquée comme on le veut, je pense que les parlementaires devaient faire mieux en faisant des projets de loi, en adoptant donc des lois spécifiques condamnant le tribalisme, le provincialisme, et en spécifiant par exemple des sanctions exemplaires pour que personne ne puisse se donner encore donc à ces activités-là. Je pense que ça c'est une question prioritaire, étant donné que tout le monde en parle aujourd'hui, tout le monde a peur du tribalisme. Je suis allé parler dans une école et les enfants de cette école-là m'ont dit, s'il vous plaît, faites quelque chose. Nous venons à l'école avec une peur bleue au ventre. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les gens originaires de tel coin ne s'attaquent aux gens originaires de tel autre coin, ou bien les gens de tel regroupement politique. Ça peut susciter la guerre civile. Ça peut provoquer beaucoup y inclut la guerre civile. Donc je souhaiterais vraiment que les parlementaires puissent se pencher sur cette question-là, qu'on puisse adopter des lois spécifiques contre le tribalisme, contre le provincialisme, pour mettre tout le monde à l'aise et rappeler à l'opinion publique que tout celui qui se donne aux affaires tribales, aux affaires provinciales, au détriment donc des autres, cette personne-là s'expose à des sanctions exemplaires. Et par rapport aux insultes, vous avez suivi Janine Mabunda qui a parlé aussi des insultes, des injures entre coalisés, FCC et CASH. Vous êtes sans ignorer que le parlementaire de l'UDPS ont en tout cas insulté la deuxième personnalité, la dame Janine Mabunda, et aussi Shadari autrefois aussi a dit des choses par rapport au Fingi Mama na yo, Fingi Mama na yo, Finga Mama na yo, des insultes à la classe politique congolaise. Par rapport à cela, que demanderez-vous à ces parlementaires, à cette nouvelle session? Voilà des questions qui intéresseraient le Parlement. Par exemple, on peut légiférer cela, confiner cela donc dans des lois spécifiques pour empêcher que déjà au niveau des parlementaires debout dans la rue, je ne suis pas d'accord avec un langage qui utilise des insultes à l'égard des autorités publiques. Donc je voudrais que nous puissions ne pas aller vers ce terrain-là parce que ce n'est pas du tout respectable. Nous avons des questions d'intérêt national qui sont plus importantes donc à traiter et nous pouvons traiter ces questions-là à mettre en avant les divergences de points de vue sur le plan politique, mais aller s'insulter jusqu'à entrer dans les petites culottes des personnes, je crois que ce n'est pas du tout respectable. Mais de l'autre côté, je voudrais encore une fois de plus dire que l'exemple vient d'en haut. Ces parlementaires qui ont commencé debout, qui ont commencé donc à utiliser un langage d'insulte à l'égard des autorités publiques, ils copient l'exemple de leurs leaders, de certains leaders, notamment M. Shadari. M. Shadari a toujours utilisé un langage très léger. Et quand il parle de pouvoir au Fingi yo, il faut que tu fasses la même chose, c'est un mauvais exemple qu'il donne. Donc, et je souhaiterais que les parlementaires, dans les projets de loi qu'ils peuvent faire contre le tribalisme, proposent notamment des sanctions à l'égard des autorités publiques, des hautes autorités publiques qui utilisent ce langage-là, sanctions qui peuvent aller jusqu'à bannir quelqu'un à exercer des fonctions politiques. Donc, je pense que si on adopte cette attitude très dure à l'égard donc de ce genre de langage-là, ça pourra peut-être corriger certains inciviques comme M. Shadari. Voilà, Président Noël Tiani, 15, nous avons assisté à la première apparition de Joseph Kabila, sénateur à vie, à la cérémonie de la rentrée parlementaire. Au-delà des effets écrits, protocolaires de ses partisans, comment interprétez-vous ou bien quelle lecture faites-vous de sa présence au Sénat? Moi, personnellement, j'ai salué le fait que M. Kabila ait compris qu'il est sénateur à vie.
et qu'il ait quitté son palais de Kingakati pour venir se rendre à son lieu de travail, pour venir indiquer d'abord qu'il a accepté d'être sénateur à vie, parce qu'avant, on avait l'impression qu'il pensait qu'il était toujours un président de la République en attente. Donc, il a accepté de venir à l'Assemblée nationale, il a pris son étiquette de sénateur à vie. Il y a des implications pour ça. Sénateur à vie, ce n'est pas n'importe quel sénateur. Un sénateur ordinaire peut quitter l'Assemblée nationale ou peut quitter le Sénat pour aller faire autre chose. Quand vous êtes sénateur à vie, ça veut dire qu'on ne peut pas changer ce statut-là. Or, quand on ne peut pas changer on ne peut plus briguer le troisième mandat. Quand on ne peut pas changer le statut de sénateur à vie, vous ne pouvez plus jamais revenir sur la place publique et dire que vous êtes candidat à la présidence de la République ou bien à un autre poste. Donc, mais en Côte d'Ivoire, Ouattara a brigué le troisième mandat. Non, Ouattara n'est pas sénateur à vie. Kabila, il est sénateur à vie, c'est ça la différence. Kabila, il est sénateur à vie, ça veut dire qu'il ne peut pas démissionner du poste de sénateur à vie. Il va rester à vie jusqu'à la fin de sa vie, on va l'appeler sénateur à vie. Et par conséquent, il lui est strictement interdit de briquer un poste de présidence de la République. Je voudrais dire bye-bye, Joseph Kabila, que vous ayez accepté, félicitations, que vous ayez accepté ce statut-là. Et de toutes les façons, la gestion de Kabila pendant les 18 dernières années a été tellement catastrophique. Je ne vois pas ce qu'il peut encore apporter sur le plan politique. Donc, moi, je tire des leçons positives de sa participation à l'ouverture de la session parlementaire donc, de cette année. Donc, c'est une façon donc de dire à tout le peuple congolais, Kabila ne pourra plus jamais revenir dans ce pays comme président de la République. Il ne mettra plus jamais ses pieds au palais de la nation comme président de la République. Je suis sidéré de voir que le FCC, qui regorge des cadres de haut niveau intellectuel, je suis sidéré qu'ils soient fanatisés au point de paraître comme des moutons devant Joseph Kabila. Il continue à l'aduler, à penser que c'est un dieu sur terre qui peut revenir à tout moment pour être président de la République. Je voudrais dire à nos amis du FCC, vous vous trompez, Kabila ne sera plus jamais président de la RDC. Mais d'aucuns pensent que c'est un message codé. Il nous dit que je suis toujours là et en 2023, je serai toujours avec vous. Je pourrai encore postuler comme président de la République, surtout avec les propositions de Ngoï Kassanji. Vous avez suivi, Ngoï Kassanji a proposé, en tout cas il a dit que c'était une proposition personnelle. Il veut que les élections du président passe par le suffrage indirect comme aux États-Unis. Vous ne voyez pas que ça peut donner cette interprétation? Je crois que lorsque les gens parlent, il faut qu'ils sachent de quoi ils parlent. Et il y a un processus pour apprendre certaines choses. Il y a des gens qui ont étudié ces questions-là, qui sont des professeurs de droit constitutionnel, qui comprennent la Constitution. Mais il est aussi maître avocat, il est juriste. Bon, je ne veux pas aller dans les détails de ce qu'il connaît, de ce qu'il ne connaît pas, de comment il a étudié, de comment il a eu les diplômes. Mais je connais que des gens comme le professeur Mbata sont des cadres congolais de très haut niveau qui comprennent la Constitution, qui ont étudié la Constitution. Et quand ils parlent, on peut les écouter. Moi, je n'écoute pas n'importe qui. J'écoute les gens qui sont spécialistes en la matière. Et professeur Mbata, il est spécialiste donc dans cette matière-là, mieux que quiconque que vous mentionnez dans cette émission. Maintenant, en ce qui concerne le système américain, quelqu'un qui évoque le système américain, il ne comprend pas comment ça fonctionne. Aux États-Unis, le président de la République, il est élu au suffrage direct. Même s'il y a le système donc, qu'on appelle donc, des délégués, des grands délégués, c'est des grands délégués qui s'appuient sur le suffrage direct. Ce n'est pas le système qu'on veut installer au Congo, le système de corruption qu'ils veulent installer au Congo, où on devrait élire les sénateurs et les sénateurs vont élire le président de la République. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils parlent des choses qu'ils connaissent. Moi, je dirais ceci. Nous avons vu au Congo le système de suffrage indirect au niveau du choix des sénateurs, mais également au niveau du choix des gouverneurs de province. Ce système-là a ouvert la porte ouverte à la corruption. C'est celui qui a de l'argent qui achète les voix des autres pour se faire coopter. Et nous ne voulons pas ça. Nous voulons des gens intelligents dans notre Sénat. Nous voulons des gens intelligents au niveau des gouvernorats des provinces
Et ces gens intelligents peuvent se faire élire directement par la population sans passer par ce système de corruption-là. Donc, je suis totalement contre le système de scrutin indirect qui permettrait à quelques individus d'acheter les consciences pour se faire élire. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci m'amène au niveau des réformes à faire pour améliorer le processus électoral. En 2018, le processus électoral était très mauvais. Tout le monde a contesté les résultats. Bon, nous vivons avec les conséquences de cela jusqu'à aujourd'hui. Pour améliorer le processus électoral, je propose qu'on puisse changer le mode de scrutin indirect à direct pour le choix des gouverneurs des provinces et des sénateurs, pour que tout le monde soit élu au suffrage universel direct, y inclut le président de la République. 2, nous voulons que nous puissions ouvrir l'élection aux Congolais de l'extérieur, de la diaspora. La diaspora congolaise représente environ 10% de la population du pays. On ne doit pas exclure ces gens-là de la participation non seulement aux élections en tant que candidats, mais également au choix des dirigeants du pays. N'oubliez pas que la diaspora nourrit la population congolaise avec des transferts d'argent tous les jours. On ne peut pas simplement donc recevoir l'argent de la diaspora et quand il s'agit de leur participation au choix des dirigeants, on dit on ne peut pas donc les laisser agir. Donc je veux qu'on puisse enrôler les Congolais de l'extérieur le plus rapidement possible, les mettre en position de participer aux prochaines élections en 2023. 3, je voudrais qu'on puisse revoir la façon dont l'élection présidentielle est organisée. Je veux qu'on puisse passer du système de 1 tour à 2 tours pour l'élection présidentielle. Pour qu'au premier tour, quand il y a une multitude de candidats, qu'ils puissent s'éliminer entre eux et faire des coalitions pour qu'au deuxième tour, qu'il y ait 2 ou 3 candidats qui restent. Et en ce moment-là, l'opinion nationale va se focaliser sur ces 3 candidats et leur vision. Ça permettra de faire des meilleurs choix pour le pays. Je voudrais aussi qu'il y ait obligation pour les candidats à l'élection présidentielle de tenir des débats contradictoires devant le peuple congolais. Nous devons sortir donc du système où il y a des présidents de la République qui sont élus, mais dont on ne connaît pas les idées. Et on ne sait pas les comparer donc les uns aux autres. On a vu cela en 2006, 2011, 2018. Ce n'est pas parce qu'on a été médiocre dans le passé qu'on doit continuer à être médiocre dans le futur. Donc, je veux que nous puissions améliorer le système, le processus électoral, qu'on organise ce système donc, de débat contradictoire donc, entre candidats. 4, je voudrais aussi qu'on puisse faire ce que j'appelle le recensement et l'identification des électeurs. Nous sommes un grand pays qui ne connaît pas la population, qui ne parle pas de la... Mais tous les moyens, on est en train de les voler. Vous entendez les chiffres là qui sortent de l'Inspection générale des finances, les fonds qui sont détournés. Si on remet tous ces fonds-là dans les caisses de l'État, on aura un gros budget et ce budget nous permettra de faire le recensement, l'identification donc de personnes. Donc, avec tout ça, moi je pense que le processus électoral sera amélioré par rapport à ce que nous avons connu en 2018 et on peut espérer avoir de meilleures élections en 2023. Et la démarche vous approuvez la démarche des 13 pour la réforme de la CENI? Je ne connais pas les détails de ce qu'ils ils ont fait ou ce qu'ils ont présenté dans leur rapport. Mais dans le cadre de la force du changement, le regroupement politique que moi je préside, nous avons mené des réflexions avec d'autres compatriotes. Et nous avons fait des propositions que je viens de vous indiquer là, qu'on passe du scrutin, qu'on fasse l'identification et le recensement de la population avant l'élection de 2023, qu'on puisse changer le mode de scrutin indirect à direct pour le choix des sénateurs, mais également des gouverneurs des provinces, qu'on puisse introduire le système de débat contradictoire au niveau de l'élection présidentielle, mais également qu'on passe du système d'1 tour à 2 tours au niveau de la présidentielle, qu'on enrôle les Congolais donc de la diaspora. Si on fait ces choses-là, on aura amélioré le processus électoral. Donc, et si ces choses sont les mêmes que les autres ont proposé, tant mieux. Mais sinon, je ne connais pas ce qu'ils ont proposé et je ne saurais pas me prononcer sur quelque chose que je ne connais pas. Alors, parlons de les allégations faites sur l'ordonnance de nomination de juges à la Cour constitutionnelle. Là, nous voyons les tandems de Théodore Ngoï et Martin Fayulu. Est-ce que, selon vous, il y a eu vraiment violation par rapport à la nomination de ces juges? Je suis surpris que ces deux-là se réveillent aujourd'hui pour parler qu'il y a violation. Il y a eu violation dans le passé
pendant que Kabila était là-bas, ils auraient dû dénoncer ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de violation. Vous savez pourquoi? Parce que le président de la République a offert des promotions à ces juges-là pour qu'ils deviennent des présidents des chambres au niveau de la Cour de cassation. Ce sont des postes beaucoup plus élevés que ceux qu'ils occupaient au niveau de la Cour constitutionnelle. Et ils ont accepté. Si on leur a fait la proposition et qu'ils ont accepté, il n'y a pas de violation de la Constitution. Parce que c'était des majeurs qui ont compris ce qu'on leur présentait dans l'intérêt supérieur donc, de la nation. Donc, je suis déçu que mon ami Martin Fayulu et mon ami Théodore Ngoyi voient les choses de cette façon-là, parce que je crois que leur position de déclaration qu'ils ont faite sur ces questions-là amène à l'instabilité des institutions de la République démocratique du Congo. Et quand on veut déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo, je pense qu'il y a beaucoup plus de dangers pour le pays avec ces déclarations-là que s'ils n'avaient pas parlé donc, de ces questions. Donc, les dangers, c'est-à-dire instabilité. Vous vous rendez compte, par exemple, quand vous êtes un investisseur en Amérique ou bien en Asie, mais ils sont libres de la liberté d'expression. S'il y a eu violation, est-ce qu'ils ne sont pas libres pour dénoncer cette violation? Non, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ce que je dis, c'est que quand vous faites des déclarations, il faut connaître l'impact de cela sur votre pays et sur la population. Je m'explique. Vous craignez parce que si on destitue le président, le pouvoir va revenir aux gens du UFC parce que Alexandre Moumamba, qui est le président du Sénat, il est du FCC. Ça, c'est une chose. C'est votre crainte? Non, ce n'est pas simplement ça. Mais je vais vous dire déjà mon raisonnement. Allez-y. C'est que quand vous êtes des investisseurs en Asie, en Europe, en Amérique, vous voulez investir au Congo, et vous apprenez que le président de ce pays-là peut être destitué à un moment, à tout moment, parce qu'on a initié une démarche dans ce sens. Quelle est la réaction que vous aurez en tant qu'investisseur? Wait and see. Vous allez reculer, vous n'allez pas investir dans ce pays. Et quand vous n'investissez pas dans ce pays, vous savez la conséquence. Le chômage continue en RDC, la population congolaise qui aurait dû trouver du travail avec ces investissements se trouve marginalisée. Donc, ces déclarations vont à l'encontre des intérêts supérieurs du peuple congolais. C'est la première chose. Et ça rejoint la logique que certaines personnes avaient commencé avec M. Mozito dans le passé, qui avait dit qu'ils allaient faire tout pour créer l'instabilité des institutions, l'insécurité généralisée, empêcher aux investisseurs de venir. J'ai peur que Martin Fayulu continue donc dans ce sens-là. Et ça, ce n'est pas du tout acceptable. Quand vous êtes des autorités ou bien des personnalités très élevées, donc des hautes personnalités donc, dans notre pays, vous devez, et vous cherchez à diriger donc ce pays-là, vous devez à tout moment mettre en avant les intérêts supérieurs de votre pays et du peuple congolais. Donc, et dans ce cas ici, c'est des accusations pour affaiblir le président de la République, déstabiliser le président de la République. Ce sont des déclarations irréfléchies qui déstabilisent le pays, qui déstabilisent les institutions du pays et qui créent un climat de malaise affectant le peuple congolais négativement. Alors, M. Noël Tiani, vous avez suivi, après leur déclaration, après leur dénonciation, la justice, on a vu l'invitation ou les invitations sur les réseaux sociaux, mais par après, il y a eu rétropédalage de la justice. Comment avez-vous jugé cela? Je ne connais pas ce qui s'est passé réellement, mais ce que je peux dire, c'est que la justice doit faire son travail. Et si la justice donc intervient dans un dossier, il faut que ce soit appuyé par des faits concrets. Je ne sais pas s'il fallait amener des gens au tribunal parce qu'ils ont parlé, ils ont donné une opinion qui ne plaît pas donc aux gens. Je ne suis pas convaincu. Vous avez évoqué tout à l'heure la liberté d'expression. Elle est garantie pour tout le monde. Et moi, je fais beaucoup de déclarations, mais personne ne m'amène au tribunal. Personne ne m'amène au tribunal. Je pense qu'on doit aussi respecter les points de vue de Théodore Ngoyi et de Martin Fayulu. S'il y a eu une erreur en leur envoyant des convocations qu'on a dû réaliser que ça ne se justifiait pas, je pense qu'il fallait retirer ces convocations-là. Et c'est une bonne chose que cette histoire donc soit passée comme ça. Noël Tiani sera le candidat président dans les prochaines élections. Si oui, vous allez vous allier avec quel parti politique? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les gens aller vers l'UDPS parce qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui. Et vous pensez vous allier avec quel parti politique?
Bon, je ne me suis pas encore penché sur la question de savoir si je serai candidat en 2023 ou pas. Nous sortons fraîchement des élections de 2018. Nous avons un président en poste qui n'est qu'au début de ce mandat. Et moi, je souhaiterais qu'on fasse tout pour l'aider à réussir. S'il réussit, ça va créer des conditions pour qu'on puisse se préparer peut-être dans l'avenir et se présenter aux élections, les gagner à ce moment-là dans de bonnes conditions. Mais pour l'instant, je ne pense pas à ça. Alors maintenant, avec qui il faut faire coalition? Moi, je voudrais dire aux gens que nous avons ce qu'on appelle la force du changement. Vous voyez ce drapeau ici? C'est ça le drapeau de la force du changement. C'est le regroupement politique nouveau, composé de personnes nouvelles, des personnes intègres, qui n'ont jamais participé à la corruption. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas déclarer aujourd'hui que vous serez candidat aux élections de 2023 parce que vous attendez quelque chose de Félix-Antoine Tshisekedi. Laissez-moi d'abord finir. Donc, ce regroupement politique, il est tout nouveau, tout neuf, tout propre, composé de nouvelles personnes qui n'ont jamais trempé dans la corruption, les détournements des fonds publics, dans les crimes contre les citoyens congolais. Nous sommes des gens propres, nous sommes propres comme la neige. J'arrive, laissez-moi finir. Nous sommes propres comme la neige. Donc, moi, je crois que le Congo de demain sera dirigé par des gens qui sont propres. Si nous voulons réussir en tant que pays, on doit sortir donc de ces criminels-là qui ont toujours manigancé des choses, détourné des fonds publics, tué les gens, fait des rébellions, ainsi de suite, pour nous appuyer sur des personnes qui sont exemplaires. Et moi, je pense que la force du changement, c'est un regroupement exemplaire. Je propose d'ailleurs la réforme du système des partis politiques au Congo. Nous avons 777 partis et regroupements politiques. Je veux qu'on réforme ça pour réduire le nombre de partis ou regroupements à 4 au maximum. On pourrait retenir par exemple le FCC, le CACH, la force du changement, la MOUCA. Et puis la MOUCA. Et tous les autres peuvent choisir de s'allier à tel ou tel parti. En ce moment-là, s'il y a véritablement élection dans l'avenir et que chacun de ces regroupements doit présenter sa vision pour le Congo, je vous assure que le peuple congolais votera massivement pour la force du changement dans les élections donc à venir. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. La force du changement aujourd'hui n'est pas en tout cas connue. On ne sent pas les actions par rapport, contrairement à la MOUCA et à CACH et FCC. On ne sent pas la force du changement. Nous avons choisi de faire la politique différemment. La politique des idées et pas la politique du brouhaha dans la rue. La force du changement n'est pas dans les brouhaha dans la rue. Mais il faut sonder l'opinion. Sonder l'opinion. Et d'ailleurs, il y a eu un sondage qui a été fait la semaine dernière. Ce sondage-là a mis Noël Tchani en tête. La question était... Vous êtes avec qui déjà, si on peut le connaître? Je suis avec le peuple congolais. Le peuple congolais, partout où nous allons, tous les intellectuels s'alignent dans la force du changement. Tous ceux qui veulent le changement de la RDC, ils disent, vous avez des idées novatrices par rapport à tous ces troubadours-là. Le changement, c'est aussi les CACH. Je ne veux pas parler donc du CACH ou de tel regroupement, mais je vous dis bien que la force du changement, aujourd'hui, incarne l'espoir du changement de la RDC. Je vais vous inviter d'ailleurs ce samedi, nous allons visiter la FIKID. Nous sommes invités par la maman maraîchère et je souhaite que vous puissiez venir et vous allez voir ce qui va se passer. Nous avons été en Bazangungu, à l'ISP Bazangungu. Tout le monde est venu en disant le plan Marshall, c'est la vision qu'il nous faut pour le pays. Partout où nous passons aujourd'hui, les choses ont changé par rapport aux élections de décembre 2018. Les gens connaissent que nous avons une vision, nous sommes un regroupement nouveau et nous sommes des personnes qui n'ont pas derrière, comment est-ce qu'on dit, des péchés derrière donc dans leur sac. Vous êtes propres. Nous sommes propres comme de la neige. La politique congolaise a toujours été sale, mais nous voulons la faire différemment. C'est pour cela que nous sommes entrés dans ce... Moi, je ne suis pas politicien. Ce n'est pas de la démagogie. Mais de la démagogie, comment? Il faut regarder la personne d'où il vient, ce qu'il a fait, et juger la personne en fonction de ça. Je n'ai jamais fait de politique. Vous croyez que j'allais abandonner des hautes fonctions dans les organisations internationales, venir ici pour faire la démagogie? Je veux développer la RDC. Et je veux être le chantre de ce développement économique et social de la RDC. Et pour le faire, je voudrais la mobilisation de tout le peuple congolais. Ceux qui veulent travailler avec nous, je les invite à envoyer des messages WhatsApp ou appeler ce numéro. Plus 243 81 50 99 337. Envoyez simplement un message WhatsApp avec votre nom, numéro de téléphone,
en indiquant votre adresse et la commune de résidence, en disant vous voulez adhérer à la force du changement. On va automatiquement vous enrôler dans la force du changement et nous allons travailler ensemble pour transformer la République démocratique du Congo, notre pays, pour qu'on devienne un pays émergent en l'espace de 15 ans. On sera un pays respecté, un pays avec lequel on ne joue pas n'importe comment. On va créer des opportunités pour tout le monde. Alors, la dernière question, pour chuter, en tout cas, ça sera la dernière. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, lorsqu'il a su que je vais réaliser une émission avec vous, il m'a demandé de vous poser cette question par rapport à tout ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux et les réponses de vos internautes. Par rapport à cela, comment jugez-vous et ce que les gens disent que Noël Tiani est là juste comme les ténors de Félix Antoine Tshisekedi. Il est derrière, il cherche le pouvoir, il cherche le poste auprès de Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez, les Congolais, il y en a de toutes les qualités. Il y en a qui sont capables d'analyser une situation objectivement et de se dire, voici ce que cette personne est en train de rechercher. Et d'autres qui sont simplement fanatisés, qui tombent dans le tribalisme vulgaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Malheureusement, les gens ne savent pas comprendre que quand vous avez... Moi, je suis constant dans mes positions. Il faut aller sur les réseaux sociaux et regarder tout ce que je dis pendant les 10 dernières années. Je reste constant dans la même ligne d'action. On veut développer la RDC, travaillons ensemble. Que vous soyez du CACH, que vous soyez du FCC, vous avez des positions qui se justifient, on travaille ensemble. Je vous donne l'exemple. J'ai commencé à envoyer des tweets il y a quelques semaines pour dénoncer le tribalisme. J'étais heureux d'entendre que Janine Mabunda a dénoncé le tribalisme au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai envoyé un tweet pour dire félicitations Janine Mabunda pour avoir dénoncé le tribalisme, mais je veux maintenant que nous allions plus loin. Je vous demande, vous et vos honorables députés, adopter des lois maintenant contre le tribalisme. Sur ce sujet-là, nous sommes d'accord, moi, de la force du changement et Janine Mabunda du FCC. J'ai vu l'intérêt supérieur de mon pays et j'ai adopté une position qui se justifie. Je ne suis pas un fanatique de rue qui prend simplement des positions parce que telle personne est de tel camp ou tel autre. Deuxième exemple, j'ai toujours prôné le développement équilibré des provinces. Le mécanisme pour le faire, c'est de mettre en place ce qu'on appelle la caisse de péréquation. La caisse nationale de péréquation consiste à mobiliser des ressources qui viennent de toutes les provinces et à les allouer équitablement aux provinces défavorisées pour que tout le monde se développe de la même façon. On sent aujourd'hui, quand vous voyez les provinces, les activités qu'elles mènent, il y a des provinces qui se développent et d'autres qui ne font rien parce qu'ils n'ont pas de ressources. Ça va créer malaise social. J'ai entendu le discours du président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, où il dit qu'il faut qu'on accélère la mise en place donc, de la Caisse nationale de péréquation. J'ai envoyé un tweet pour dire « Je suis d'accord avec vous, accélérons ça, sinon nous aurons des tensions sociales énormes qui proviennent du déséquilibre dans le niveau de développement des provinces. » Thambwe Mwamba, il est du FCC, Noël Tiani de la Force du Changement. Pour une fois, nous sommes d'accord sur une question. Donc, quand il y a des questions d'intérêt national, moi, je ne vois pas de parti politique. Je vois ce que cette question peut avoir comme impact sur le pays. Si nous pouvons travailler avec les gens du FCC, tant mieux. Si je peux travailler avec les gens du CACH, tant mieux aussi. Mais je déplore pour l'intérêt du pays. Mais je déplore les gens qui pensent que parce que Félix Tshisekedi est du Kasaï, si Noël Tiani prend une position qui va dans le même sens que lui, c'est du tribalisme. Ça, ce sont des minables citoyens qui ne réfléchissent pas. Moi, je ne suis pas de cette nature-là. Je vois l'intérêt du pays et je travaille avec toute personne qui voit la même chose que moi pour développer la RDC au profit de tout le peuple congolais. Merci, mesdames et messieurs. Merci à vous, Dr Noël Tiani, d'avoir accepté notre invitation encore une fois de plus. C'est à moi de vous remercier, mais si j'avais ajouté, je voudrais ajouter deux choses, deux commentaires. Allez-y. J'ai vu tout récemment, je voudrais féliciter, remercier le gouvernement d'avoir octroyé 5 millions de dollars à la MIBA pour sa restructuration. Mais je voudrais dire que 5 millions de dollars sur une enveloppe que moi, personnellement, j'avais identifiée de 350 millions de dollars pour restructurer cette compagnie, ce n'est pas assez. Je voudrais que le gouvernement fasse mieux que ça. La MIBA a été la vache à lait de tout le monde dans ce pays, de tous les régimes successifs.
Je voudrais aujourd'hui que les gens reconnaissent que l'économie du Grand Kasaï est paralysée par la faillite de la MIBA. Il faut restructurer la MIBA, construire quelques infrastructures donc au centre pour que l'économie puisse reprendre. Ça va éviter des tensions sociales, ça va nous épargner ce phénomène où les gens quittent là-bas, arrivent à Kinshasa pour faire les Wewa ou bien vont au Katanga, ça crée des tensions sociales inutiles. Y inclut les jumeaux qui ont quitté là-bas pour aller au Bas-Congo et on les a tués là-bas. Si nous voulons régler ces problèmes sociaux de façon méthodique et définitive, on doit aider cette compagnie-là qui est le poumon économique du Grand Kasaï à se redresser. Pour cela, je demande au président de la République, je demande au Premier ministre, je demande au gouvernement, je demande à tout le monde, même à l'Assemblée nationale, de mobiliser les 350 millions nécessaires pour le redressement de la MIBA pour que cette compagnie-là se mette sur les pieds. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir, en tout cas, suivi cette émission. Et avant de nous quitter, mesdames et messieurs, je vous demanderai de vous abonner massivement et commenter, réagissez par rapport à la réaction du docteur Noël Tiani à toutes les questions et à toutes ses réponses. Et je crois que si vous avez aimé, en tout cas, aimez aussi l'émission et cliquez là où à la pouce j'aime pour que nous puissions savoir que vous avez aimé cette émission. Et si vous n'avez pas aimé, en tout cas chez nous c'est la liberté, sentez-vous à l'aise, dites-le nous et nous allons améliorer. Merci à Driss Makengo qui était derrière la caméra et merci à toute l'équipe technique. Je vous aime beaucoup mesdames et messieurs. Au revoir.